Bonjour à tous et bienvenue dans cette rubrique s'orientant sur le système de fonctionnement du cerveau. Je suis en train de m'interroger sur la cohérence de cette phrase, mais bon, enfin bref. Je me suis longtemps demandé par quoi commencer pour expliquer tout ce que j'ai pu déduire sur la façon qu'a l'homme d'évoluer. Et je me suis alors dit que la meilleure façon d'introduire le fonctionnement de la pensée d'un être humain, c'était de d'abord s'attarder sur son cerveau, finalement. Donc ce cerveau, comment fonctionne-t-il? C'est fort simple en vérité. On peut déjà noter dans notre crâne qu'il existe un moyen de stocker des informations et de les trier pour pouvoir les ressortir plus facilement afin de les utiliser par la suite. Là, il existe deux types d'informations. Les souvenirs, qui sont des informations visuelles, sonores, sensitives, émotionnelles, et elles dépendent de ce que nos capteurs ont pu percevoir par le passé, et les processus, qui sont des fonctions que le cerveau applique, pouvant introduire d'autres fonctions, des souvenirs, etc. Ce sont des processus que le cerveau a l'habitude de suivre pour résoudre un type de problème en particulier. En combinant plusieurs processus et plusieurs souvenirs, il peut alors créer de nouveaux processus. Par exemple, imaginons un enfant apprend à marcher. Il a donc un processus appelé marcher. Puis un jour, il y tombe à cause d'une pierre. En fonction des facteurs qui l'entouraient à ce moment-là, gravité de la chute, si c'était son anniv, n'importe quel facteur, tout va jouer. Après, c'est le cerveau, c'est tellement compliqué que voilà, mais bon. Donc, en fonction des facteurs qui l'entourait à ce moment-là, il va donc se souvenir qu'il faut se méfier des pierres quand il marche, et peut-être même d'autres objets d'aspects différents, s'il possède les souvenirs et les processus nécessaires pour en prendre conscience. On supposera, même si je me doute bien que ce n'est pas nécessairement et strictement le cas, donc on supposera que les souvenirs, de quelque nature qu'ils soient, sont apparentables à des données, auxquelles on associe des poids d'importance en fonction aussi des processus utilisés. C'est-à-dire que dans mon lit, il n'est pas important que je me rappelle de comment marcher. Donc les données et les processus qui ont un poids assez élevé quand je marche ont un poids très faible lorsque je suis dans mon lit. Ce qui est logique, oui. On peut alors commencer à enfin lister les différentes composantes de notre cerveau. On commence par la mémoire. C'est un peu la base. Et on note alors deux types de mémoire. La mémoire à long terme, celle où toutes les données vont être stockées, et la mémoire de travail, ou mémoire processive. C'est dans cette mémoire que vont se retrouver les différentes données et processus, afin que la partie opérative du cerveau puisse opérer dessus. Donc la mémoire à long terme, on l'appelle la mémoire A, et la mémoire processive, on l'appelle la mémoire B. Mais qu'est-ce que la partie opérative ? Eh bien, la partie opérative, soit celle qui va se charger d'utiliser les processus, de les exécuter en fait, et de prendre en compte les données qui sont stockées dans la mémoire processive. C'est la réflexion processive qui va se charger d'écrire de nouveaux processus dans la mémoire processive, pour les envoyer ensuite dans la mémoire à long terme. Elle peut aussi décider de sauvegarder des souvenirs nouveaux. Ces souvenirs ont été traduits par le deuxième bloc opératoire, le décryptage opératoire. Celui-ci va être utilisé pour transcrire en données des informations perçues par nos capteurs, nos sens. Il manque cependant quelques petites choses à ce schéma que vous avez en face de vous à présent pour qu'il prenne une certaine cohérence. En effet, qu'est-ce qui permet au cerveau de savoir précisément quel souvenir ou quel processus à aller chercher dans sa mémoire à long terme? Rien ne relie les deux mémoires entre elles finalement. Eh bien si, en fait. Nous arrivons là, dans la dernière partie, qui n'est pas des moindres, la partie de la maintenance du cerveau. Je porte à croire que ce qui est généralement appelé inconscient est issu en grande partie de la maintenance du cerveau. Alors cette maintenance, comment intervient-elle ? Elle intervient en réalité sous trois formes. Le plus élémentaire est indispensable, dirais-je grossièrement, parce que tout est indispensable, mais bon. Et c'est la maintenance mémorielle. Elle est celle à laquelle la réflexion processive va pouvoir dire de sélectionner un type de souvenir précis, ou un tableau de processus,
afin de les mettre en évidence dans la mémoire processive. C'est en quelque sorte grâce à elle qu'on est capable de se souvenir des choses. C'est pas rien non plus. Sinon on serait des sortes de Shadok. Enfin bref. Il reste encore deux types de maintenance à observer. Et il s'agit là de la maintenance arbitraire de perception et la maintenance arbitraire de réflexion. Respectivement, l'une sert à ce que nos sens ne mettent en avant que certaines informations qu'ils captent. En effet, par exemple, lorsque vous regardez un objet, vous accordez plus d'importance aux informations visuelles relatives à cet objet plutôt qu'aux autres. De même pour les autres sens. Et l'autre sert à mettre plus facilement en avant certains processus plutôt que d'autres, par accoutumance à ce processus. C'est-à-dire que cette maintenance va définir une sorte d'automatisme à plus ou moins haut niveau, et qu'elle va alors définir une série de processus comme étant non seulement utiles, mais aussi élémentaires. C'est-à-dire qu'un certain type de processus va ressortir plus souvent qu'un autre. Vous l'aurez bien sûr compris, je suis en train de parler du dernier facteur, celui qui influence ce que nous voyons, ce que nous pensons, ce que nous ressentons, et qui nous influence nous-mêmes, jusqu'à dans la propre image qu'on peut se faire de soi. Et je veux bien évidemment parler du libre arbitre. Alors, pour être franc, je n'aime pas du tout cette idée de libre arbitre. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas fondée, et qu'il n'est pas aussi facile de prouver qu'il n'existe pas qu'il est facile de prouver qu'il existe. Waouh! J'ai réussi à me perdre dans une idée pourtant si simple à la base. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il est impossible de dire si oui ou non le libre arbitre existe, du moins pour le moment. Mais je préfère croire qu'il n'existe pas, parce que ça me semble plus être dans une certaine logique des choses. Cependant, je m'accorde à dire qu'il existe s'il porte cette définition. Le libre arbitre est une donnée représentant l'ensemble des données et des processus disponibles dans la mémoire à long terme. Cela signifie alors que le libre arbitre est une sorte de condensé de ce qu'on sait, mettant en avant les informations, données comme processus, qui sont jugées utiles, avec un poids fort donc, et se limitant à quelque chose de presque instantané et presque indépendant à la situation. Donc, encore une fois, je veux bien y croire, mais rien ne m'empêchait de passer outre le libre arbitre, et de faire comme s'il n'existait pas. Pourquoi ? Parce que le simple fait que la mémoire à long terme définisse des différentes maintenances arbitraires suffisait à faire apparaître une définition semblable à celle que j'ai donnée précédemment sur le libre arbitre. Je la remets au cas où. Pour finir, c'est la réflexion processive qui va servir de libre arbitre pour toutes les autres parties du cerveau, indépendantes ou presque de cette partie mère. C'est-à-dire que le corps possède plein d'automatismes qui nous sont plus ou moins accessibles. C'est en effet plus facile de lever son bras que d'ordonner spontanément à son cœur de battre plus vite. Cependant, nous pouvons intervenir dessus via notre réflexion processive générale. Elle joue alors le rôle d'une sorte de libre arbitre, sachant que, dans ces sous-systèmes, les données et les processus se rapprochent de plus en plus de données pré-transmises par les gènes. En effet, l'algorithme de génération d'une cellule est géré par une partie de notre cerveau très profonde. Il est donc très dur d'y accéder de manière consciente. Enfin bref, voilà. C'est globalement la fin de cette première vidéo, vous donnant une idée de la conception que je peux avoir de notre cerveau. J'ai essayé tant bien que mal de le représenter le plus simplement possible, en ne présentant que la logique de construction de ce dernier, c'est-à-dire que je ne me suis pas basé sur un modèle cérébral prérequis. En effet, je pars du principe que le cerveau n'a qu'un seul bloc opératoire, pouvant transformer des processus, ce qui n'est pas forcément le cas. Je pars aussi du principe que toutes les données, quelle que soit leur nature, sont rangées dans un seul et même type de mémoire, ce qui n'est pas forcément aussi le cas non plus. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit là non seulement que d'un schéma simplifié, mais en plus d'une idée qui ne s'appuie sur rien. Cependant, j'aime bien cette idée de conception du cerveau, et c'est donc elle dont me servirait par la suite. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous pensez que je suis dans le vrai. N'hésitez pas non plus à me balancer des sources ou des idées qui vous sont propres, parce que même si vous trouvez cette façon de voir pourrie, vous pouvez expliquer pourquoi.
Si vous êtes suffisamment pertinent, alors il est très possible que je modifie ce schéma type si je l'estime faux ou incomplet. Mais en vérité, on ne va pas se mentir, même si personne de mon entourage ne l'a encore fait, il doit être relativement facile pour quelqu'un de suffisamment calé pour mettre ma théorie en pièces. Ou pas. En fait, j'en sais rien. Enfin bref, tout ça ne sont que des observations finalement, hein, que j'ai essayé de mettre en évidence de manière judicieuse. Ce n'est peut-être pas le cas, mais dans ce cas, j'attends de me faire contredire. Allez, quoi qu'il en soit, nous avons théoriquement vu dans cette vidéo les outils que le cerveau a à ses dispositions, et c'est ce dont je me servirai comme référence par la suite. Il est donc maintenant nécessaire de voir ce qu'il fait de ces outils et comment il les utilise. Préparez-vous donc à rentrer dans la schématisation de la construction, cette fois-ci non pas d'un cerveau, mais d'un esprit, d'une pensée. À la prochaine donc, et croyez en vos rêves.